Bonjour à tous et bienvenue à cette session 5A, mettre la qualité de vie au travail et le bien-être de ses collaborateurs au service de sa performance économique, attirer et fidéliser ses talents. Je m'appelle Louise Baird, je suis chargée de mission diversité et insertion chez Réseau Alliance et j'ai le plaisir d'être aujourd'hui aux côtés de Sylvie Chenel, présidente du directoire du groupe Altereos, Emmanuel Domi, dirigeant de la biscuiterie du Toit. Altereos et la biscuiterie du Toit, c'est dur à dire, sont tous les deux candidats au Trophée de l'économie responsable 2020. Et je suis également avec Valentin Comarteau, fondateur de MOA, récent adhérent de Réseau Alliance. Nous sommes ensemble pendant environ 1h30 pour échanger sur le sujet de la qualité de vie au travail. Donc on parle de plus en plus de QVT en entreprise, mais il est aujourd'hui difficile de s'accorder sur une définition commune de ce qu'est la qualité de vie au travail et surtout de ce qu'elle englobe. D'ailleurs, lorsqu'on cherche une définition de la QVT, on a du mal à trouver. J'ai trouvé une définition, notamment qui a été faite par l'Accord national interprofessionnel sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, qui date de juin 2013, donc ça date. Elle définit la notion de QVT comme étant les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s'exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci, déterminant la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte. Donc tout un programme, mais ce qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui, c'est que finalement, il existe peut-être plusieurs QVT qui sont propres à la perception de chacun, à la perception de chaque collaborateur, chaque citoyen, mais aussi qui sont propres à une culture d'entreprise. Il est aussi important de préciser que chaque entreprise a son modèle, a son fonctionnement et aussi son organisation et que la QVT est adaptée aussi à un secteur d'activité. On ne va pas mettre en place une politique QVT dans une structure de l'ESS comme dans une entreprise de production. C'est ce qu'on verra du coup ensemble aujourd'hui. Sans oublier également les conditions de travail qui ont été bouleversées ces derniers mois avec la crise sanitaire. Je suis donc aujourd'hui avec Sylvie, Emmanuel et Valentin qui vont vous parler de leur perception à eux de la QVT en tant que dirigeante d'une structure de l'ESS, en tant que dirigeante d'une entreprise de production et puis en tant que jeune entrepreneur. Sylvie, par exemple, vous parlez de la QVT comme étant la température émotionnelle d'une entreprise. Pour vous, Emmanuel, c'est d'abord d'être à l'écoute de ses collaborateurs. Vous êtes en tous les cas engagé et vous prenez en compte les préoccupations des collaborateurs pour assurer une meilleure qualité de vie au travail, ce qui est bien entendu gage de performance. C'est ce qu'on va donc voir ensemble aujourd'hui. On va parler de management collaboratif, de bien-être au travail, d'inclusion, d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et donc, je vous propose maintenant une discussion avec Sylvie, Emmanuel et Valentin pour qu'ils vous exposent leurs bonnes pratiques concrètes en matière de QVT dans leurs différentes structures. Alors déjà, est-ce que vous pouvez, Sylvie et Emmanuel, vous présenter, nous présenter votre structure, son activité, et puis nous donner une définition, une perception de la QVT selon vous. Bonjour, donc Sylvie Chenel, je dirige le groupe Altereos qui est constitué essentiellement d'une grosse entreprise adaptée, donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, une entreprise qui va fêter ses 30 ans l'année prochaine, qui réalise 3 activités principales que sont la dématérialisation de documents, un centre d'appel et du conditionnement à façon. Et nous travaillons de plus en plus avec des structures, des start-up de notre région dont le modèle est basé sur l'économie circulaire et nous essayons de mener des paris gagnant-gagnant puisque nous leur mettons à disposition toute l'infrastructure de notre grosse entreprise et inversement, ils créent du travail pour nos propres salariés. Donc nous sommes 330 salariés sur Tourcoing. Alors la QVT, je dirais que c'est un peu beaucoup dans l'ADN d'Altereos, puisqu'on a toujours considéré nos salariés comme des clients internes. Donc on va dire qu'on faisait, comme M. Jourdain, de la QVT sans le savoir. Ceci dit, je pense que dans l'esprit de certains, QVT est un terme plus élégant que risques psychosociaux, alors que dans mon esprit, c'est totalement différent.
Les risques psychosociaux, c'est une chose, et la qualité de vie au travail, c'est une démarche positive que l'on mène avec l'ensemble de ses collaborateurs. Nous avons mis en place cette QVT à la demande de nos représentants du personnel, donc en 2017 ou 2018, et j'ai trouvé en effet que cette démarche était très intéressante puisque c'est une démarche structurée et qui permet de mesurer donc la température émotionnelle de l'entreprise, parce que comme dans n'importe quelle entreprise, vous avez quelques râleurs qui, eux, s'expriment et vous avez la majorité des clients, des clients internes, des salariés, au fond, qui ne s'expriment pas, qui restent silencieux. Donc cette démarche QVT a été mise en place avec l'aide d'Humanis et nous avons élaboré un questionnaire. Il y a plus de 87% de nos salariés qui ont répondu à ce questionnaire et qui a permis d'identifier des axes d'amélioration au sein de l'entreprise. Et le gros avantage, c'est que ce sont les salariés, tous autant qu'ils sont, qui font des propositions d'amélioration. Donc les propositions ne viennent pas du haut, mais viennent bien de l'ensemble des collaborateurs. Je redésinfecte. Merci Sylvie. Et donc également Emmanuel, si tu peux te présenter et donner ta perception de la QVT. Merci beaucoup. Donc moi, Emmanuel Domi, j'ai repris avec mon épouse une entreprise, une petite biscuiterie il y a 15 ans, qu'on a fait grossir. On a triplé le chiffre d'affaires en 15 ans. Nous venons de l'industrie. Notre entreprise fabrique des prêts à garnir et des produits de pâte techniques pour les professionnels des métiers de bouche. Donc on n'est pas connu du grand public, mais on est des spécialistes. On s'est positionné dans la qualité et notre force par rapport aux grands, c'est, je dirais, de faire des produits de qualité grâce aux hommes qui constituent l'entreprise. Donc les hommes sont très importants, dès le départ. Donc on a fait évoluer l'entreprise récemment, enfin depuis 5 ans, vers un management un peu moins directif que ce que c'était. Parce qu'on a ressenti ce besoin, on avait recruté des personnes pour gérer la production en intermédiaire et, je dirais, le mode directif ne convenait pas du tout je dirais, aux salariés. Donc les intermédiaires sont partis et on a réfléchi avec les salariés à la façon de faire évoluer ce système de management. On a abouti avec le temps à un système coélaboratif, donc qui au départ était un petit peu inspiré de l'entreprise libérée, mais comme je l'avais dit, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut quand même des dirigeants, il faut diriger, il faut arbitrer. Et il y a un équilibre entre l'entreprise libérée et le mode je dirais, directif, qui est le collaboratif. C'est-à-dire qu'on co-construit tout ce que l'on fait. On y reviendra d'ailleurs sur des exemples concrets de collaboratif. Donc pour moi, la qualité de vie au travail, alors j'ai écrit un petit peu, je me suis préparé, je m'excuse, c'est parce que c'est compliqué comme définition. Pour moi, c'est un environnement dans lequel les hommes et les femmes de tout niveau, de toutes conditions, doivent évoluer pour répondre à la fois à l'attente de leur environnement, c'est-à-dire les objectifs, leurs fonctions, l'entreprise, l'équipe dans laquelle ils sont, et leurs propres attentes, leurs propres attentes. Et répondre à cette question, c'est d'abord répondre individuellement à la question de ce qui rend un collaborateur bien dans sa peau, et tant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle, parce qu'on n'a qu'une vie pour moi. La vie privée, je dirais que si elle n'est pas équilibrée, si elle est désordonnée, si elle n'est pas bonne, elle influe sur la vie du travail. Et si dans la vie du travail, le salarié vient avec la boule au ventre, il va rentrer à la maison, il n'aura pas la tête à être heureux, à faire du sport avec sa famille, à transmettre à ses enfants. Pour moi, c'est un tout, indissociable. Il n'y a qu'une vie au travail, il n'y a pas une vie au travail dissociée de la vie privée, c'est un tout interagissant. Pour moi, la qualité de vie au travail, c'est une philosophie dans laquelle l'homme doit être considéré en tant qu'homme dans sa globalité. C'est compliqué. Merci Emmanuel. Et Valentin, est-ce que tu peux te présenter également, présenter l'entreprise MOA et donc comment elle est née cette entreprise, un petit peu l'histoire de MOA, et puis donner aussi ta propre vision de la QVT. Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. C'est un privilège en tout cas de pouvoir partager mes expériences aujourd'hui de jeunes qui arrivent tout fraîchement dans l'entrepreneuriat et qui a fait pour mission d'améliorer le bien-être et la santé humaine, la santé de chacun.
Donc moi, je suis cofondateur de cette entreprise et pour vous raconter rapidement la genèse, à la base, je travaillais dans des centres de soins, des centres de rééducation, donc des environnements qui ne paraissent pas très positifs pour à peu près l'ensemble de la population, parce que quand on y est, c'est souvent parce qu'on est en mauvaise santé. Et arrivé dans ces centres de soins en tant que professeur en activité physique adaptée à la santé, donc au final, et pour résumer, on aidait les patients à se réinsérer socialement par l'activité physique et sportive, et on les aidait à forcément aussi aller mieux dans leur corps vis-à-vis de ce qu'on pouvait leur proposer avec les équipes de santé. Et on se rendait compte que, avec mon associé Quentin, que très rapidement, la plupart des personnes en fait, avec qui on travaillait, donc les patients, c'était des patients qui, toute leur vie, ont eu des comportements néfastes pour leur bien-être et leur santé. Donc on associe tout de suite la vie, le bien-être, la santé. La santé, c'est la vie. Et on se rendait compte qu'on était dans un système bien français, hein, celui du curatif, c'est-à-dire qu'on attend que les personnes sont malades pour leur montrer que finalement, elles doivent changer de comportement. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire, ça n'a pas de sens pour nous de finalement être ici pour soigner des personnes, alors que bien avant, on aurait pu leur donner toutes les connaissances et les bons comportements à adopter dans leur vie pour qu'elles ne soient pas malades et que elles gardent une qualité de vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, toujours positive et qu'elles puissent finalement continuer à se développer sans avoir cette négativité de la maladie. Donc voilà un peu la genèse de moi. Et aujourd'hui, on en a fait une force, c'est-à-dire qu'on a compris que le travail aussi était un milieu qui pouvait influencer soit la bonne santé ou la mauvaise santé, puisque ça arrive aussi, et qu'on pouvait responsabiliser nos chefs d'entreprise à prendre soin des hommes qui font fonctionner leur entreprise, leur organisation, et que prendre soin de son collaborateur, c'est prendre soin de son entreprise. Donc qu'on pouvait sensibiliser finalement tout le monde à bien prendre quels sont les besoins de nos êtres humains, ne pas les oublier et mettre en place des solutions adaptées à ce que l'être humain puisse continuer à se développer dans des bonnes conditions. Voilà ce qu'est moi aujourd'hui, enfin du moins d'où par moi. Et puis pour rapidement donner ma définition de la qualité de vie au travail, je remets mon petit masque parce qu'il tombe, mais rapidement c'est surtout prendre en compte aujourd'hui l'état naturel de l'homme, ne pas l'oublier, essayer de ne pas le dénigrer, essayer de considérer finalement un individu, que ce soit dans les aspects psychologiques, que ce soit dans les aspects physiques mais aussi sociaux, et prendre en compte ses besoins et puis aider les hommes à maintenir finalement toutes ces interactions qui sont nécessaires finalement à cette vie en bonne santé. Voilà. Juste pour revenir sur la définition, on parle beaucoup plus de mal-être au travail que de qualité de vie positive au travail. Et pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, on parle beaucoup plus de, je dirais, du côté négatif de la qualité de vie au travail. Et souvent aussi, on considère la qualité de vie au travail par le regard de l'employeur et non pas par le ressenti du salarié, le vrai ressenti du salarié. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, on va pas en finir. Oui, surtout qu'on aura l'occasion de l'aborder après, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Emmanuel, tu peux garder le micro et nous expliquer un petit peu au regard de ces enjeux justement cités précédemment, quelques exemples d'actions concrètes d'une politique QVT, notamment le management coélaboratif. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le management coélaboratif? Et est-ce que tu aurais des exemples d'actions que tu as mises en place sur cette base-là? Alors, au départ, quand on a commencé à travailler sur ce management plus ouvert, on parlait de libération, hein, clairement. Mais quand j'ai parlé de libération, on m'a pris pour un extraterrestre, surtout à Bohain, en Vermandois, au fin fond de la campagne. En réalité, la première chose qu'on a faite, qu'on a décidé, c'est de plus communiquer entre nous. Et je pense que la communication, c'est un vecteur essentiel pour déjà mieux se connaître déjà soi, hein, en communiquant, on apprend à se connaître, mais aussi à connaître l'autre. Et pour favoriser, je dirais, la communication, on a fondé cette communication sur ce que les gens aiment bien, c'est-à-dire de parler des problèmes. Quand on commence à demander, mais quels sont vos problèmes, alors là, tout le monde parle pendant des heures. Et quand on finit de parler, on apprend à poser les problèmes, à les résoudre ensemble et à introduire une politique de co-construction des solutions. Et des personnes qui n'avaient pas l'habitude de parler en bout de ligne ou quoi que ce soit, qui étaient des opérateurs,
ont enfin pu dire qu'elles avaient mal au dos quand elles se penchaient pour ramasser des plaques. On a adapté les hauteurs de machine, des petites choses comme ça qui font qu'elles ont été considérées, hein, la considération. C'est des mots importants parce que ça paraît tout bête, mais pour moi, c'est les fondements, je dirais, c'est les fondations de la qualité du haut travail. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça, c'est un premier point. Ensuite, on a commencé aussi à créer un groupe, par exemple, le groupe nous, on est 26, hein, on n'est pas nombreux. On a donc 2 représentants du personnel. On a créé un groupe de salariés représentant de 7 personnes qui, tous les mois, se réunissent et aussi recueillent, et donc une personne par atelier, qui sont des pôles, hein, d'activité avec un leader, qui est au départ nommé par par ses pairs, mais avec le temps, en fin de compte, c'est la compétence qui a fait que ces personnes ont été leaders de leur groupe. Et ce pôle des abeilles donc réfléchit sur, je dirais, sur les différentes décisions qu'on a à prendre pour l'entreprise, que ce soit sur des choix, je dirais par exemple, on a acheté un exosquelette, hein, pour favoriser, pour faciliter, je dirais, la manipulation de charge. On a acheté des tables levantes, des choses comme ça, et tout ça, ça se discute avec les salariés. Hein. Mais bon, ça, c'est l'idéal. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué parce que quand on arrive dans ces réunions, il vient toujours les questions habituelles. C'est les problèmes d'horaires qui ne sont pas affichés suffisamment tôt, c'est les problèmes de salaire, c'est les problèmes récurrents. Mais il faut essayer, à partir de ces problèmes, d'ouvrir le débat et surtout d'habituer les gens à débattre et puis à trouver ensemble des solutions. Alors, dans les autres... des groupes de réflexion, par exemple, on est en train de monter un projet d'investissement pour l'agrandissement de l'entreprise. Il y aura des groupes par atelier pour réfléchir aux dispositions des machines, aux flux, aux façons de travailler différemment, pour éviter les reprises, les manipulations, pour les aider, quoi, pour faire communiquer, même s'ils n'ont pas l'idée magistrale, ils ont exprimé le problème. Et ensuite, on réfléchit sur les solutions. Voilà. Donc là, on voit bien que c'est des actions qui sont propres au secteur d'activité. Ah oui, complètement. Oui. Et donc, je me tourne vers Sylvie. Chez Altereos, est-ce que tu aurais des exemples aussi concrets d'actions mises en place pour favoriser la QVT, par exemple sur des thématiques d'intégration, de formation, d'accompagnement ou plus globalement auprès de tes équipes? J'ai oublié de dire quelque chose de très important. D'abord, moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'économie sociale et solidaire, donc depuis 30 ans, je ne peux pas imaginer que le collaborateur ne soit pas au centre de nos préoccupations quotidiennes, parce qu'une entreprise, c'est avant tout des hommes et des femmes qui la constituent, et il faut faire en sorte que nos salariés soient le mieux possible pour qu'ils soient aussi le plus performants. De plus, Altereos s'est donné comme mission de procurer un emploi durable, pérenne à des personnes qui sont fragilisées par handicap. Donc, bien évidemment, comme je disais, la QVT est au cœur même de l'entreprise. Ceci dit, cette démarche très spécifique que l'on a mis en place nous a permis d'identifier 4 axes d'amélioration: la communication, la reconnaissance, la polyvalence et la participation à la prise de décision. Au fond, on retrouve toujours les grands items. Sur la communication, moi j'avais l'impression de vraiment super bien communiquer. Tous les jours, j'avais l'impression de passer la moitié de mon temps à communiquer. Visiblement, les attentes des salariés ne sont pas forcément tout à fait ce que nous communiquons. Donc c'est eux qui ont été force de proposition, et comme exemple, ils nous ont dit, nous on aimerait bien avoir les organigrammes de l'entreprise. Nous sommes nombreux, on est 335 salariés sur le site. On aimerait bien avoir des organigrammes avec les photos. On aimerait bien aussi que systématiquement les réunions d'information aient bien lieu toutes les semaines sur tous les plateaux, mais aussi soient complétées d'un compte-rendu écrit, et que ce compte-rendu soit affiché et mis dans un classeur pour que les personnes absentes puissent avoir l'information lorsqu'elles rentreront de leur congé ou de leur arrêt maladie. On a mis en place un écran aussi dans la cafette pour mieux communiquer.
Et on avait déjà depuis plusieurs années mis en place ce qu'on appelait des réunions d'expression de salariés. Mais au fil du temps, ces réunions se sont un peu ont changé. C'était plus de nouveau de la communication descendante. Donc là, ils nous ont dit, nous, on trouve ça super bien, ces réunions d'expression des salariés, mais mettez en place des urnes, on mettra nos questions. Et ensuite, l'ensemble de ces questions sont analysées, enfin présentées par le service RH. Et ensuite, on apporte une réponse aux salariés sur des questions quelquefois très pleines de bon sens. Hein, pleines de bon sens. Et il ne faut pas faire des grandes phrases, quelquefois on part dans des grandes démonstrations, alors qu'ils ont besoin souvent de réponses concrètes et qu'on règle des problèmes récurrents qui peuvent souvent être facilement résolus. Et sur justement l'intégration de nouveaux collaborateurs formation, est-ce qu'il y a un process propre ou qui est propre à chacun ou... Alors nous, parmi les personnes qui sont fragilisées par un handicap, soit elles ont un handicap qui est inné, soit elles ont eu un accident de vie et repartent sur un tout autre métier. Donc nos formateurs les forment à un nouveau métier et ensuite les forment au marché qui nous est confié par nos clients en formation initiale et en formation continue. Donc c'est sûr qu'on fait des programmes de formation très personnalisés et beaucoup de formation continue pour être bien sûr que les personnes n'ont pas perdu les aptitudes, n'ont pas perdu les compétences. Okay, super. J'ai oublié de préciser aux participants que sur la plateforme sur laquelle vous êtes connectés, vous avez accès à un chat sur lequel vous pouvez poser vos questions. Et n'hésitez pas, on va modérer l'ensemble des questions et on pourra les diffuser à l'écran à l'issue de cette discussion. On aura un temps d'échange où ils pourront répondre. J'espère qu'on ne va même pas me dire que même avec le micro, je ne parle pas assez fort, hein, parce que c'est toujours le reproche qu'on me fait. Je ne pense pas. Enfin, en tout cas, là, on s'entend bien. S'il n'a pas été précisé, je pense que tout va bien. J'ai encore une question pour Emmanuel et Sylvie. T'inquiète pas, Valentin, tu pourras prendre la parole après. En plus de fidéliser vos collaborateurs en interne, est-ce que la mise en place d'une politique de QVT a-t-elle été un facteur d'attractivité pour recruter? Et est-ce qu'elle a un impact positif sur votre marque employeur, entre guillemets? Alors, oui. On a de plus en plus de personnes, quand on recrute, qui sont cooptées par des salariés. Et ça, c'est bien la preuve qu'il y a une certaine fierté, et surtout pas un côté négatif de l'entreprise vis-à-vis de l'environnement. Et ce que l'on va faire là dans le futur, c'est ouvrir l'entreprise aux proches et aux amis des salariés, c'est-à-dire faire visiter l'entreprise. En cours de fonctionnement, on ne va pas faire une porte ouverte d'une journée, mais c'est organisé par petits groupes, de manière à faire découvrir à d'autres personnes ce qu'est l'entreprise. L'autre côté qui est positif, c'est quand on a des entrants, des intérimaires par exemple, on a eu toute une procédure d'accompagnement de l'intérimaire pour lui expliquer comment fonctionne l'entreprise. Il a des fiches de savoir-faire et savoir-être qu'on lui transmet, avec une validation de l'acquis. Généralement, l'entrant est étonné et satisfait de cette démarche. Par contre, après, le côté un peu négatif, c'est que quand l'entrant est vraiment bon, il y a une sorte de rejet inconscient des équipes par rapport à cet entrant. Ils trouvent toujours des choses un petit peu différentes, et ça, c'est un petit peu, je ne vais pas dire, il y a une certaine opposition de négatif par négatif, ou positif par positif, qui pousse la personne parfois à être repoussée par les autres. Ça, c'est un côté assez étonnant, sur lequel il faut remédier certainement dans le futur. Voilà, mais je pense que ça contribue à notre marque employeur que l'on travaille, absolument. Comme je disais, la qualité de vie au travail, c'est l'ADN même de l'entreprise. Donc,
Je pense que de plus en plus, les collaborateurs ont besoin de trouver du sens et que ce sens, on le donne par un but. Nous, il est clairement affiché, hein, c'est l'emploi durable des personnes fragilisées sur handicap. Donc les personnes, elles rentrent chez nous parce qu'elles savent que le travail qu'elles vont accomplir vont contribuer à l'emploi de ces personnes. En même temps, c'est comme tu disais, c'est pas le monde des bisounours, on est exigeant, donc on va embaucher des gens compétents et des gens qui sont motivés aussi. Et que les gens qui ne se retrouvent pas vraiment dans le sens de l'entreprise, dans cet enjeu social, ben, généralement elles partent d'elles-mêmes. Il y a aussi une chose très importante dans la vie d'une entreprise quand vous êtes assez nombreux, c'est que vous avez, et je suis convaincue pour que une entreprise fonctionne bien, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut qu'il y ait un équilibre entre les deux sexes, et il faut aussi un équilibre entre les générations. Il faut des jeunes, il faut des moins jeunes et il faut des seniors. Mais il faut que les uns et les autres apprennent à comprendre les attentes et le sens que chacun veut donner à son travail. C'est sûr qu'un senior, il n'a peut-être pas tout à fait le même engagement ou le même objectif qu'un jeune qui arrive à 25 ans. Ça, c'est très important aussi que les uns et les autres apprennent à se comprendre et travaillent dans le respect mutuel. Nous, on a 93% de nos salariés qui sont en CDI, on a 83% de personnes fragilisées par un handicap. On a fait beaucoup d'aménagements de postes de travail, mais ça, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hein, les aménagements de postes de travail, il faut un peu de sous et on aménage. Hein. Des aménagements d'horaires. Et aussi, on parle, vous savez, aujourd'hui, c'est la mode, on parle plus d'inclusion que d'insertion professionnelle. Pour moi, l'insertion professionnelle est une des composantes de l'inclusion. La définition la plus simple, pour moi, l'inclusion, c'est l'inverse de l'exclusion. Et l'insertion professionnelle doit s'accompagner aussi de l'inclusion dans la vie de la société. Et nous travaillons avec des organismes extérieurs pour aider les salariés dans leurs problèmes administratifs, dans leurs problèmes de logement, dans leurs problèmes de surendettement, et également aussi un autre frein qui est la fracture numérique aujourd'hui. Mais je peux pas, moi j'ai jamais pu concevoir que il y a la vie privée d'un côté, il y a la vie professionnelle de l'autre. L'être humain n'est pas fait comme ça. On ne peut pas avoir une étanchéité totale. Que le travail est indispensable, apporte à chacun. Pour moi, c'est très important parce qu'elle apporte de la dignité, elle apporte aussi du sens à sa propre vie. Mais vous ne pouvez pas non plus complètement dire, allez, je rentre au travail, je mets de côté complètement ma vie personnelle si vous avez des problèmes dans votre vie personnelle. Donc la QVT aussi est là aussi pour, sans rentrer dans la vie privée de la personne, mais l'aider aussi ou la mettre en relation avec des organismes pour l'aider à régler ses problèmes personnels ou les réduire. Je suis sûre que tu vas avoir la parole. Là, ouais, promis, c'est à toi, Valentin. Justement, Emmanuel et Sylvie viennent de donner une multitude d'aspects de la QVT, que ça englobe autant dans l'entreprise qu'en dehors. Est-ce que, du coup, Valentin, tu peux nous expliquer comment, avec moi, vous intervenez en entreprise sur ces différents aspects que ça englobe pour favoriser le bien-être au travail? Bon, déjà, c'est très large. On a entendu Sylvie et puis Emmanuel parler de faits sociaux. Le côté interaction entre déjà la hiérarchie, les collaborateurs, entre les collaborateurs eux-mêmes. On a parlé ensuite tout à l'heure de RPS, quelque chose qui est assez on va dire, aujourd'hui entendu de nos jours. Donc on parle aussi de cette notion psychologique. Et puis on a parlé aussi d'exosquelette, on a parlé de choses qui vont dans plutôt le côté physique des collaborateurs. Pour nous, dans un premier temps, c'est s'appuyer sur ce qu'est l'être humain. Donc s'appuyer sur les trois dimensions qui font le bien-être et la santé, donc les dimensions physiques, psychologiques et sociales. C'est le plus important, c'est-à-dire que dans toute organisation, si on oublie finalement qu'un être humain une certaine nature et qu'on essaie de lui imposer des méthodologies de travail qui ne vont pas dans son sens, un jour ou l'autre, l'entreprise va le payer. Mais il ne faut pas oublier que tout à l'heure, on a dit on n'a qu'une vie.
Quand on le paye aussi physiquement, psychologiquement ou socialement, tout est interconnecté. On le paiera potentiellement sur son capital santé. Et donc ça, c'est vraiment pour nous quelque chose de primordial, c'est-à-dire que si on pense être humain, on pense à son intégrité. Et penser à son intégrité, c'est de toute manière réfléchir finalement à plusieurs solutions en interne, comme vous avez pu les évoquer, puisque j'ai des bons élèves à côté de moi qui clairement aujourd'hui font, je trouve en tout cas déjà, ou mettent des actions en place qui vont dans le sens de l'être humain. Et donc pour nous, c'est déjà une belle chose. Et nous, aujourd'hui, comment on fait pour aider des entreprises à prendre conscience de tout ce que je peux citer c'est d'abord de mesurer aujourd'hui qu'est-ce que le bien-être. Le bien-être, si je pose des questions sur votre bien-être, qu'est-ce que votre bien-être, vous allez tous me répondre quelque chose de différent. Qu'est-ce qui est important dans votre qualité de vie au travail, c'est pareil, et c'est de comprendre finalement comment sont faites les personnes avec qui on travaille. Et donc, il faut d'abord les comprendre. Et une fois qu'on comprend de ce fait les hommes et la culture de l'entreprise, et que l'on matche les deux, on peut proposer des solutions vraiment adaptées à l'entreprise, c'est-à-dire lui recommander d'avoir des solutions différentes. Donc tout à l'heure, on parlait de travail collaboratif, travailler sur aussi l'émotionnel, travailler sur ce partage que l'on peut avoir. Ça, c'est des solutions parmi tant d'autres. Chaque entreprise a son ADN, chaque entreprise a sa façon de fonctionner, et il faut lui trouver des solutions pour replacer l'humain au centre de son activité. Un fait qui est trop souvent, en tout cas, oublié dans beaucoup d'entreprises parce que l'histoire a fait qu'elles se sont développées peut-être trop rapidement, elles n'ont pas pris conscience de ces enjeux. Enfin, passons. En tout cas, voilà, nous, ce qu'on apporte aujourd'hui, c'est cette prise de recul que peut faire le chef d'entreprise, les dirigeants sur aujourd'hui, finalement, comment je manage mes équipes, comment elles se sentent physiquement, comment elles se sentent psychologiquement. Et on va montrer à l'entreprise que souvent elle fait déjà des choses très bien et qu'elle a toutes les ressources en interne pour faire les choses super bien, et que finalement il suffit quelquefois de déclencher une ou deux actions pour réussir à faire évoluer cette qualité de vie au travail, le bien-être et la santé. Donc voilà, moi c'est la première chose, le premier conseil que je peux donner en tout cas à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est sonder aujourd'hui, sonder vos collaborateurs, pas forcément par un questionnaire. Nous on fonctionne par un questionnaire scientifique qui révèle aujourd'hui soit des bonnes pratiques ou soit des moins bonnes, mais sur lesquelles en tout cas on peut agir. Mais c'est d'abord d'être dans l'échange, l'écoute, la communication. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais la communication elle est très très importante. Le manque de communication, aujourd'hui on le sait, ça crée des problématiques. Clairement on peut parler, mais l'exemple d'un couple, un manque de communication dans un couple, ça crée des grosses problématiques. Dans une entreprise, un manque de communication entre deux salariés qui doivent atteindre finalement le même objectif, on ne va pas bien y arriver s'il y a un manque de communication. Donc voilà, en fait, on peut aujourd'hui assez facilement trouver des actions qui vont pouvoir remédier à ce que l'on observe dans une entreprise, et ça c'est notre expertise en tout cas. Voilà. Et travailler aussi en partenariat avec différents acteurs chez moi, il me semble. C'est ça, c'est que nous aujourd'hui, on a vraiment cette expertise de comprendre ce qui se passe dans l'entreprise, mais ensuite on ne fait pas tout, on travaille beaucoup en collaboration, donc avec les jeunes pousses du réseau Alliance. On a énormément de personnes qui sont expertes de leur domaine, que ce soit dans l'ergonomie du poste, on en a parlé tout à l'heure, dans le management, dans les troubles musculo-squelettiques, dans les risques psychosociaux, enfin voilà des grands noms. Ça c'est quelque chose qui pour moi complique, on met toujours des grosses définitions derrière des gros mots, on va dire ça comme ça. Dans le fond, nous, oui, une fois qu'on a mesuré certaines choses, on va travailler avec des partenaires de confiance qui ont de la bouteille aussi et qui vont permettre de savoir quoi apporter à l'entreprise pour qu'elle puisse améliorer et apporter à chacun finalement une qualité de vie au travail qui sera bonne pour l'entreprise, mais qui sera surtout aussi positive pour le bien-être et la santé du collaborateur, parce qu'un capital santé, on n'en a qu'un, et plus on tire sur l'élastique, et plus finalement un jour il pourra finalement céder, et là c'est le jour où ça fait très très mal pour une entreprise comme pour une famille, etc. etc. Et c'est là où nous, on veut vraiment intervenir en disant faites attention, parce que malheureusement, c'est votre responsabilité et potentiellement, c'est vous qui avez créé un exemple, mais un burn-out chez telle ou telle personne, et ça peut être très difficile pour certains de s'en remettre. Voilà.
Je vais m'adresser à nouveau à Sylvie et Emmanuel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les bénéfices en entreprise que vous avez pu observer suite à la mise en place d'une QVT, par exemple sur l'implication des collaborateurs, sur la performance de l'entreprise, l'ancienneté également? Moi, l'ancienneté, les gens, j'ai quasiment pas de turnover, donc c'est pas la démarche QVT qui a amené un changement à ce niveau-là. De même sur l'implication, la pugnacité des salariés et le courage aussi, parce qu'il y en a, franchement, avec les difficultés qu'ils ont, je suis très admirative de leur la pugnacité dont ils font preuve à venir travailler tous les jours. Je trouve la démarche, nous, ce qu'elle a apporté, c'est de rendre peut-être les salariés plus responsables et plus acteurs de leur vie quotidienne. Voilà, je pense que c'est vraiment les deux maîtres mots, être plus acteur, moins passif et être plus dans l'action et dans la proposition. Et justement, ça se matérialise comment, le fait d'être autant acteur? Ils trouvent des solutions aussi, ils proposent des solutions à leur encadrant de proximité. Ils travaillent je trouve, plus en collaboration avec l'ensemble de leur équipe. Je trouve que c'est bien. Après, la difficulté, c'est de maintenir ça dans le temps. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. C'est des gens qui ont pas forcément eu l'habitude d'être très, très acteurs et se mettre en avant, de leur dire vous devez continuer, quoi. C'est ce qui est le plus compliqué, je trouve, sur le temps. Là, nous, ça fait 3 ans que la démarche est en place. Il faut faire attention à ce qu'elle ne s'essouffle pas. On en parlait justement il y a quelques jours ensemble sur les difficultés de la mise en place d'une politique QVT. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu dans ton entreprise, Emmanuel? J'adhère complètement à ce que tu viens de dire, Sylvie. En fait, dans l'entreprise, on distingue les salariés qui sont moteurs. Il y en a quelques-uns qui sont très impliqués, qui avancent, qui sont vraiment à nos côtés. Des salariés qui sont entre deux, c'est-à-dire qui sont suiveurs, mais bon, qui ne sont pas négatifs. Et des salariés qui sont plutôt à ramer dans l'autre sens. La proportion, je dirais que la démarche qu'on a mise en place nous a permis d'avoir davantage de salariés qui tirent dans le bon sens. Par contre, on a toujours ceux qui sont à ramer, on évite qu'ils rament trop à l'envers. Et ceux-là, il faut les manager en directif. Ils n'attendent rien d'autre. Ils viennent pour gagner de l'argent, un boulot, ils ont quelque chose à faire. Il faut qu'ils nuisent le moins possible aux autres. Par contre, ceux qui ont envie, il faut leur donner les moyens de progresser. Et c'est ça notre rôle, je dirais, notre philosophie, en fin de compte, c'est de les aider et de leur donner les moyens de faire des formations, de s'exprimer, d'être partie prenante de l'entreprise. Et effectivement, la difficulté, c'est parce que la mentalité, c'est tu donnes, tu dois recevoir quelque chose. Et généralement, ils attendent du salaire. Et on ne peut pas non plus donner en contrepartie. La contrepartie, c'est le bien-être, mais ce n'est pas forcément monnayable. Vous voyez, c'est la difficulté. Ce n'est pas une récompense, ce n'est pas comme à l'école, quoi. Et je pense que on est dans une société où la philosophie est tu donnes, tu vas recevoir quelque chose. Monnaie trébuchant. J'ai un salarié comme ça, j'ai 2 salariés qui sont arrivés boulangers. On leur a fait faire des formations pour grimper. Ils sont devenus chefs d'atelier, conducteurs de ligne, l'autre chef d'atelier. Et au moment où on a demandé à qui voulait faire chef d'atelier, il y en a un qui a dit combien. J'ai dit non, c'est pas ça la règle. C'est dire tu vas me prouver que tu es capable d'eux, et si tu es capable d'eux, tu vas avoir. Il a dit non, j'abandonne. Le projet. L'autre a dit oui. Et il a eu une augmentation, effectivement, il s'est bien débrouillé, et c'est un de ceux qui s'est le plus épanoui dans l'entreprise. Aujourd'hui, je peux partir, ce qui est le cas aujourd'hui. On a des soucis, comme d'habitude, de production, des salariés ne sont pas venus. Je ne me fais pas de bill, il va résoudre les problèmes. Vous voyez? Et c'est la confiance qu'on établit avec ces équipes qui est le résultat de tout ça. Et franchement, c'est long, c'est parfois frustrant, parce qu'on fait beaucoup de choses, parfois on attend du résultat, on ne les a pas. Et pour l'employeur, pour le dirigeant, il y a des moments où on a envie de se tirer une balle, quoi, parce qu'on fait tous les efforts pour que les gens
ils avancent, etc. Non mais pour soi. Mais et puis c'est décevant quoi. Mais non, il faut pas. Il faut être persévérant. Il faut remettre l'ouvrage sur la table. C'est notre rôle aussi. Hein, c'est de positiver, c'est de recharger le téléphone parce que nous, dirigeants, qu'est-ce qu'on fait? On donne de l'énergie à nos équipes. Hein, on est leader. Hein, il faut. Et ben, pour ne pas se tirer une balle, il faut se recharger, donc il faut un équilibre à côté. Hein. Donc ça, c'est rudement important aussi. Il faut être persévérant, il faut avoir de l'énergie, il faut toujours en avoir. Parce que les équipes, elles ne fonctionnent pas sans énergie. Hein. Voilà, je pense que... Donc en effet, c'est autant aux dirigeants de s'impliquer dans une politique QVT qu'aux collaborateurs. Est-ce que, Valentin, c'est quelque chose que tu as observé, toi, dans les entreprises que tu accompagnes, cet équilibre qui est nécessaire d'implication des deux côtés ? Il le faut dans tous les cas, c'est-à-dire que si c'est poussé par les collaborateurs, ça va s'essouffler parce que la hiérarchie ne prendra pas la position d'investir aussi du temps dans finalement ces stratégies de QVT. Et si c'est poussé que par la hiérarchie, ça peut être mal perçu aussi par le collaborateur parce qu'ils vont se dire, encore une fois, ils veulent nous faire faire potentiellement des choses pour que finalement on soit plus efficace au travail. C'est une façon dont ça peut être perçu, clairement c'est une réalité pour certaines entreprises. Donc en fait dans ce cas-là, il faut que ça vienne des deux côtés, il faut qu'il y ait un engagement des deux côtés. Nous par exemple, on peut s'appuyer sur un outil qui est la charte d'engagement déjà du dirigeant, puis ensuite une bonne communication qui viendra engager les collaborateurs. Ça c'est quelque chose qui finalement met tout le monde au même niveau et se dit l'entreprise s'engage pour vous, mais elle n'est pas responsable non plus de tout. Vous êtes responsable de votre personne, vous êtes responsable de ce que vous pouvez proposer dans l'entreprise, donc vous pouvez être force de proposition pour faire évoluer la qualité de votre travail, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, mais voilà, au bout d'un moment, on ne peut pas non plus tout impulser et tout faire en tant que chef d'entreprise. Donc il faut aussi que le collaborateur sache quelle est cette limite entre moi aussi j'ai ma responsabilité et à lui de saisir l'opportunité que ses dirigeants peuvent lui donner, c'est-à-dire développer sa qualité de vie au travail, son bien-être et sa santé. Donc dans ce cadre-là, pour moi, ça vient vraiment des deux parties. Et si on ne fonctionne pas avec les deux parties, ensuite on va avoir du mal à animer, à continuer à développer ce que nous on appelle un pôle QVT, et ça s'essoufflera et ce sera bien dommage parce qu'en finalement on n'aura pas réussi à maintenir ces efforts et ils ne seront pas perdus, mais il faudrait un petit coup de pouce et c'est là où si vous avez besoin d'aide, nous on peut vous aider en tout cas. Là, en effet, comme tu disais tout à l'heure, on a déjà 2 entreprises ou structures de l'ESS qui sont bien engagées sur ces sujets. Est-ce que tu as d'autres petits conseils ou astuces à leur donner par rapport à nos échanges là pour animer leur politique QVT et la renforcer ? Oui, tout à l'heure, on a parlé de choses un peu négatives. Sur le burn-out, on a entendu le mot se tirer une balle, mais voilà, ça c'est des expressions négatives, mais c'est essayer d'être toujours positif dans tous les cas. Enfin, c'est en tout cas un conseil que j'essaie de toujours donner, que je m'applique à moi-même aussi. C'est que plus on essaie de rester positif, même dans des fois des moments difficiles, il faut essayer de tirer tout le monde vers le haut parce que quelqu'un qui pense négatif, ça va se ressentir, ça va se voir. Bon, maintenant on a le masque, ça se voit un peu moins, mais en tout cas, ça peut se voir et quand ça se ressent, n'oublions pas qu'on est des êtres humains, qu'on ressent aussi les émotions des autres. On est quand même plus ou moins tous empathiques et si on est dans un état d'esprit négatif, ça va se ressentir. Donc moi, mon premier conseil, c'est déjà, et c'est pas payant un sourire, hein, mais c'est déjà d'essayer d'être positif le plus possible, en tout cas avec ses équipes, avec soi-même, parce que du coup, on va voir les choses évoluer dans le bon sens au lieu de voir finalement le verre à moitié vide, on va le voir à moitié plein et dans ce cas-là, c'est quand même déjà plus intéressant. Oui. Après, en autre conseil, ça c'est plus par mon expérience terrain, c'est savoir passer par des tiers aussi. Des fois, on pense qu'on peut tout faire en interne, c'est vrai, oui, mais il y a des personnes qui sont expertes de la QVT, c'est une réalité. Certes, aujourd'hui, il y a beaucoup de consultants. Certes, la QVT, ça peut être quelquefois, on va dire, une notion qui n'est pas bien comprise. Revenons à l'essentiel, revenons à des experts qui savent de quoi ils parlent, et ça permet d'y voir un peu plus clair sur ce secteur-là, en tout cas d'activité. Ça va, les conseils vous paraissent faisables? Moi, j'ai quelques conseils, si je puis me permettre, complémentaires. D'abord, il faut avoir envie de le faire.
Il faut accepter d'être chahuté parce que bon, ça peut être un petit peu traumatisant pour le chef d'entreprise. Donc il faut qu'il soit prêt, à entendre. Je pense qu'il y a une vraie méthodologie, comme tu disais, il faut se faire aider, il faut avoir un cadre parce qu'autrement ça part dans tous les sens, il faut un cadre. Donc l'élaboration d'un questionnaire, moi, me semble indispensable. Et je dirais que ce questionnaire doit être accessible. Mais globalement, je trouve que l'entreprise doit être accessible. Alors quand je dis le questionnaire accessible, pour avoir lu certains questionnaires, je trouvais que les questions étaient pas très claires et pouvaient être interprétées de deux façons différentes. Et ça, c'est embêtant parce que du coup, quand vous analysez les réponses, vous n'êtes pas bien sûr des attentes des collaborateurs. Donc un questionnaire accessible, et globalement, il faut que l'entreprise soit accessible. Alors nous, c'est une des attitudes qu'on a adoptées, bon, outre le fait que l'entreprise est accessible pour les personnes à mobilité réduite, je pense qu'il faut être accessible dans sa tête, le bureau doit être ouvert, les propos que l'on tient doivent être accessibles, ils doivent être francs, ils doivent être directs, et nos écrits aussi. Parce que si vous écrivez des trucs que les gens ne comprennent pas, ou ne sont compris que par une minorité dans l'entreprise, c'est embêtant. Donc il faut toujours penser à rester bien accessible pour l'ensemble de ses collaborateurs. Et puis, je redis, ce qui est très important, c'est que les idées viennent des collaborateurs et pas du chef d'entreprise, mais il faut aussi amener les collaborateurs à proposer des solutions concrètes et qui soient réalisables aussi économiquement pour l'entreprise. Emmanuel, également, si tu as quelques conseils à donner aux personnes qui nous écoutent. Des conseils La première chose à faire ou c'est une philosophie. Moi, c'est communiquer. Communiquer pour mieux se comprendre, pour mieux faire exprimer les problématiques, les résoudre ensemble, les faire monter. Et à partir du moment où les problématiques ont été résolues ensemble, les solutions vont être, je dirais, tout le monde va adhérer à ces solutions, ou en tout cas bien mieux. Donc c'est beaucoup plus efficace. Je pense que cette philosophie, elle doit être vraiment partagée par tous. Et on n'est pas tous sur la même longueur d'onde. Ce que tu disais, c'est vrai, un message ne peut pas être compris forcément de la même manière. On peut dire une phrase très simple, même très simple, elle ne va pas être comprise de la même manière par la personne. Parce que la personne n'est peut-être pas encline, au moment où on l'a dit, à comprendre le message. Il suffit de faire répéter ce qu'elle a interprété du message pour comprendre qu'elle n'a pas compris. Et c'est très, très fréquent, mais sur des choses très basiques, hein, jusqu'à une température de four, jusqu'à une couleur de produit à cuire. Enfin, c'est un truc tout bête, hein. Nous, on est dans la cuisson, hein, je m'excuse, mais au moins, on voit le résultat. Donc, la qualité du message, elle est claire et importante. Hein, et cette communication, c'est communication pour mieux se connaître. Hein, donc, on ne va pas parler d'introspection pour les salariés, nous, en production, mais c'est cette démarche qu'il faut leur faire accomplir et mieux se connaître les uns avec les autres pour avoir les mêmes langages, les mêmes discours, les mêmes valeurs. Voilà. Et puis, on peut en parler, mais pendant des heures, parce que ça, je suis intarissable. Vous êtes très complémentaires. Est-ce que, Valentin, tu as des choses à ajouter sur un moyen d'animer cette qualité de vie au travail au quotidien? Donc, comme on a pu le constater, c'est vraiment propre à chacun, s'adapter à chaque collaborateur aussi et les écouter. Comment on anime ça au quotidien avec des collaborateurs différents, d'âges différents, d'origines différentes, etc. Avec des préoccupations de qualité de vie au travail différentes aussi. De toute manière, on part toujours du principe qu'il faut partir des besoins, donc sonder. Le questionnaire, comme le disait Sylvie, c'est vraiment très important. Il faut qu'il soit accessible, il faut que la communication soit adaptée. On a eu le cas, nous, à travailler, que ce soit avec des hôpitaux ou des ouvriers de chantier, ou plutôt dans un monde du tertiaire. Nos messages sont tous complètement différents, puisqu'il faut bien se faire comprendre. Et une fois que la communication est établie, en finale, on a souvent, la plupart du temps, 90% du travail qui est fait. Et dans ce cadre-là, on peut bien évidemment aider l'ensemble des collaborateurs déjà à créer eux-mêmes, comme on l'a pu le dire plusieurs fois, cette culture, nous on l'appelle comme ça en tout cas, cette culture du bien-être et de la santé,
Bon, là, du coup, c'est pas forcément une communication très adaptée, mais ce qu'on veut dire derrière la culture, c'est que une vraie culture, c'est quelque chose qui se transmet, et cette QVT, elle doit se transmettre à travers l'intergénération, elle doit se transmettre à travers les différents postes, elle doit vraiment se transmettre dans l'ensemble de l'entreprise, et il faut laisser personne de côté, parce que sinon on va créer des frustrations et potentiellement du coup une stratégie QVT qui sera aussi tirée vers le bas parce que des personnes sont mis de côté, donc il faut penser à tout le monde. Donc que ce soit une petite ou grande entreprise, on a toujours des solutions. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Donc dans ce cadre-là, il faut au final bien travailler tous ensemble. C'est la première chose, nous, en tout cas, que l'on fait à chaque entreprise, c'est de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, comprendre son ADN, comprendre qui fait quoi, comment. Et une fois qu'on a déjà remis tout ça sur la table, on peut co-construire tous ensemble une stratégie QVT. Ça, c'est la première des choses. Et après, elle se pilote, cette stratégie QVT, refaire des sondages, parler avec les collaborateurs, avoir des retours qui peuvent être qualitatifs à travers des questionnaires, qui peuvent être très objectifs avec finalement, qu'est-ce que vous pensez de ces actions qui sont mises en place, et faire ensuite un retour à l'entreprise en montrant que telle ou telle action, ça marche et qu'il faut les maintenir. C'est aussi de laisser erreur. On ne peut pas tous être bons du premier coup. Donc, il ne faut pas, en tout cas, hésiter à tester. Et j'ai bien aimé, en tout cas, ce que vous avez dit tout à l'heure, mais en tout cas, il est vrai qu'il faut pas hésiter, si on est dirigeant d'une entreprise, à se faire bousculer, à se faire challenger. Un peu quand on finalement, nous-mêmes, chefs d'entreprise, on se fait challenger sur ça marche pas. La stratégie QVT, ça doit être la même chose. Ça marche pas. Est-ce que tu as réfléchi à ça? Est-ce que tu as réfléchi à l'ensemble de ces questions? Et une fois que finalement, on a bien déterminé cette stratégie, ça va rouler tout seul et on aura toujours des bons retours puisque tout sera fait dans le sens de l'humain. Et à partir de ce moment-là, on se sentira beaucoup mieux, et ça, c'est ce qu'on peut en tout cas donner comme petit conseil, encore une fois, mais voilà. Est-ce que vous voulez ajouter des choses là-dessus, ou sinon j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions de l'audience. Non, ça va. L'ancien directeur général que j'ai remplacé qui disait on passe à minima 7 heures de sa vie quotidienne dans l'entreprise, alors autant bien les passer aussi, que ça soit intéressant, constructif, et pour soi et pour l'entreprise. Alors j'ai une dernière question qui est plutôt en lien avec l'actualité et la crise sanitaire. Est-ce que du coup cette crise a fait naître de nouvelles conditions de travail qui ont nécessité la mise en place d'une politique de QVT particulière au sein de vos équipes et dans vos entreprises, sachant que vous êtes sur deux secteurs très différents? Est-ce qu'il y a eu des choses mises en place? Nous, on a continué à travailler pendant la crise. On a diminué un petit peu l'activité. Je dirais on n'a pas été affecté. Tout notre personnel a été mobilisé tout le temps. On a réduit le volet d'intérim, c'est tout. Ça nous a permis de nous retrouver à une structure plus courte, plus confortable, je dirais, en termes de travail, c'est-à-dire la communication s'est beaucoup mieux passée. Donc voilà, de ce côté-là, ça a été positif. Nous, on n'a pas souffert de la crise. Un petit peu au niveau de notre chiffre d'affaires, évidemment, mais au niveau humain, on n'a pas souffert, bien au contraire. On s'est recentré sur nos process, on a recalibré notre culture de la mesure. Culture de la mesure, d'ailleurs, pour mieux comprendre ce que l'on fait, dans le négatif comme dans le positif, savoir si c'est pas bien ou si c'est bien, et pourquoi. Donc, c'est la base de la communication. Notre communication, je l'ai peut-être éludé tout à l'heure, en fait, on l'a basée sur le point 5 minutes quotidien dans chaque pôle. C'est-à-dire que les leaders réunissent leurs équipes pour faire le point sur ce qui a été fait par rapport aux attendus. Quand c'est pas bien, on explique pourquoi. Quand c'est bien, on l'enregistre pour l'historiser. Donc cette base imposée, je dirais, c'est autoritaire, mais c'est l'autoritaire pour le bien du groupe. Et franchement, la communication, pour moi, c'est la synthèse de la QVT. C'est le démarrage, quoi. S'il n'y a pas de communication, il ne peut pas y avoir d'équilibre. Les gens qui communiquent sont bien plus heureux que ceux qui sont enfermés sur eux-mêmes. Voilà.
Alors nous, pendant le confinement, donc au-delà de l'entreprise adaptée, sur le site, nous avons 2 autres structures, dont une entreprise d'insertion, donc on peut être jusqu'à 400 personnes sur le site. Pendant les 2 mois de confinement, nous n'étions plus que 20. Et on s'est dit, il y a quelque chose de très très important, c'est qu'il faut vraiment maintenir le lien social avec tous nos collaborateurs, puisque beaucoup vivent seuls. Et il faut impérativement garder le lien avec eux pour que ça ne soit pas trop compliqué pour eux. Donc on a mis en place une communauté d'appelants, donc avec quasiment tous les cadres, les agents de maîtrise et d'autres chefs d'équipe qui ont appelé donc régulièrement tous nos salariés. Et ça a renforcé le lien. Ça a permis aussi à des collaborateurs qui n'ont pas l'habitude de communiquer régulièrement, de se découvrir mieux. Et je dois dire que nous, tous les salariés, ont été heureux de revenir travailler. Et ça, je pense que d'avoir maintenu ce lien a facilité les choses. Et là, vous avez pu, du coup, maintenant avoir l'ensemble des effectifs de retour ou alors, vous avez encore du monde on a à fait distance rentrer les gens par vague, si je puis dire, de 30 personnes, puisque je voulais impérativement que les gestes barrières soient bien compris. Et donc, nos formateurs ont élaboré un module de formation spécifique sur les gestes barrières et surtout le pourquoi des gestes barrières, que ce masque, ça n'est pas agréable à porter pour personne, comment on porte son masque, comment on le porte bien, pourquoi il faut le porter, la distanciation, bien sûr le lavage des mains, etc. Et donc, les gens sont revenus par vague de 30 personnes. À ce jour, il n'y a qu'une vingtaine de salariés qui, de par leur pathologie, ne peuvent pas rentrer. Mais ce système à distance d'appel est maintenu du coup avec ces personnes-là, même maintenant. Voilà, puis certains, on a réussi à les mettre en travail à distance pour les salariés qui avaient un travail, on va dire, de saisie informatique. Mais c'est sûr qu'il faut maintenir le lien parce que les gens peuvent... ça a été, je pense, très dur pour tout le monde, ce confinement, et encore plus pour les gens qui vivent dans des petits appartements, qui n'avaient pas le chance d'avoir un jardin ou un balcon. Et toi, Valentin, est-ce que tu as observé aussi des choses avec les entreprises que tu travailles avec cette crise? Est-ce que ça a fait émerger chez certaines entreprises ce besoin de mettre en place une politique QVT? Est-ce que ça a fait évoluer la perception de la QVT? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du regard des personnes avec qui tu travailles? Alors oui, nous, le confinement, c'est malheureux ce qui s'est passé et le nombre de personnes que ça a pu toucher, mais finalement, ça a été une opportunité pour nous. Reprenons juste, en fait, le train-train quotidien, comme je pourrais l'appeler, mais beaucoup de personnes se sont retrouvées chez elles à finalement avoir du temps pour elles, donc à finalement ressentir qu'elles pouvaient finalement respirer, souffler, prendre du recul sur leur vie professionnelle, sur leur vie perso, et se remettre à cuisiner, se remettre à faire du sport. J'ai des chefs d'entreprise autour de moi qui m'ont dit aujourd'hui je me suis remis à l'activité physique et puis j'ai essayé de l'inculquer aussi à mes équipes, j'ai trouvé de nouvelles habitudes de vie et je me sens beaucoup mieux. Tout ça, on peut l'expliquer physiologiquement, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais voilà, en fait, c'est finalement ces habitudes de vie qui ont été modifiées, qui ont fait que les personnes ont pris conscience de l'importance de certains comportements dans la vie de tous les jours. Donc aujourd'hui, on le voit très bien finalement sur notre marché, sur le marché de la QVT, du bien-être et de la santé. C'est qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont en train de se transformer et dans leur transformation, elles sont en train de prendre en compte cette stratégie QVT et pas que, cette stratégie aussi bien-être et santé. Et donc pour nous, c'est une chance puisque on est une petite entreprise aujourd'hui. On a envie bien évidemment de se développer sur l'ensemble de notre région et sur l'ensemble de notre territoire. Mais avant ça, pour donner de l'écho à notre entreprise qui a beaucoup de valeur, on avait du mal. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile finalement d'intégrer des groupes ou des plus petites entreprises parce qu'il y a eu cette prise de conscience qui vient des deux côtés, du chef d'entreprise comme du collaborateur. Et donc dans ce cadre, clairement, c'est beaucoup plus simple de pouvoir enfin parler de ces modifications qu'on va pouvoir mettre en place pour donner encore plus de sens dans l'ensemble des directives que peut avoir une entreprise, comme la responsabilité d'un collaborateur.
Et j'ai envie de féliciter donc les deux, Emmanuel et Sylvie, qui sont à côté de moi, mais quand même, parce que ce que vous faites, c'est important, et ce que vous faites pour vos collaborateurs, ben moi je trouve que c'est vraiment bien. J'espère que les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas encore enclenché de démarche, j'espère qu'elles le feront, parce que nous, on a pu voir aussi finalement les effets néfastes d'une qualité de vie au travail qui n'existe pas, ou potentiellement que par l'image, sur l'être humain. Et dans ce cas-là, bravo, parce qu'en tout cas, moi, ça me conforte dans cette envie de continuer à mener cette entreprise MOA, qui signifie, pour ceux qui ne le savent pas, My Own Health Activity, ou ma propre activité de santé, et de faire toujours plus pour les êtres humains qu'on peut accompagner tous les jours. Donc merci à vous en tout cas. Merci Valentin, et merci à vous trois. On va maintenant peut-être prendre quelques questions qui ont été posées sur le chat. Alors, j'ai une question de Caroline Gaillan. Bonjour, quels sont les indicateurs qui vous permettent de mesurer l'impact de vos démarches QVT dans vos structures ? Les indicateurs qui permettent de mesurer l'impact d'une démarche QVT. Les indicateurs aujourd'hui sont purement, je dirais, de performance. Nous, on est dans une entreprise industrielle, industrielle de production. On a vu s'améliorer certains paramètres de productivité depuis 5 ans, mais c'est effectivement en dents de scie, ça dépend aussi des moments. Autrement, ce que disait Valentin, la méthode de Valentin pour mesurer la qualité de vie au travail, c'est quelque chose qui, en tout cas moi, m'intéresse, parce que c'est un outil que je n'ai pas du tout, c'est une compétence que je n'ai pas, parce qu'on n'a pas toutes les compétences, et dans cet univers-là, il nous félicitait, mais je pense que ce qui est important pour un dirigeant, c'est d'avoir la conviction et surtout l'âme et la volonté de le faire, et de ne pas le faire pour uniquement améliorer ses performances. C'est une conséquence de... Mais pour moi, c'était une volonté que les personnes se sentent bien dans l'entreprise. Et au début, j'avais vraiment pas les termes ni quoi que ce soit, donc je suis parti dans le mouvement de la libération d'entreprise, où j'avais vu des reportages, des choses comme ça, et même des témoignages de dirigeants qui étaient engagés. Et il y a un mot qui est important, il faut être engagé. Il faut engager pour que ces salariés, ces équipes s'engagent. C'est toute une dynamique d'engagement. Et c'est une dynamique humaine. Et je dirais que l'homme, en fin de compte, il n'est pas au cœur de l'entreprise, il est le cœur de l'entreprise. Et c'est lui qui fait circuler le sang dans cette entreprise. Et nous, on doit apporter l'énergie pour que tout ça explose, quoi. Mais c'est l'idéal. Là, je suis dans le monde des bisounours. Mais il faut aussi rêver dans la vie, sinon on n'avance pas. Je dirais que c'est les indicateurs qui sont présentés nous, dans notre bilan social tous les ans, qui est un bilan social extrêmement complet. Et puis c'est aussi parce que je suis quelqu'un de très pragmatique, on a un plan d'action, puisque les salariés ont demandé un certain nombre d'actions. C'est taux de réalisation de ces actions et de s'assurer aussi de la pertinence des actions menées. Je vais juste rajouter que pour piloter une stratégie QVT, nous, du coup, on a notre outil, bien évidemment, donc, qui mesure les dimensions physiques, psychologiques et sociales. Donc on peut le faire, bien évidemment, au début de ces stratégies, au milieu, à la fin, quand on le souhaite. Ensuite, quand on fait des recommandations d'action, forcément, c'est aussi d'aller évaluer tout de suite auprès des collaborateurs si les actions ont réellement un impact. Donc, savoir aussi si finalement, dans les premières mesures qu'on a pu faire, on ne s'est pas trompé dans les actions qu'on a pu proposer aux collaborateurs ou à l'entreprise. Donc, c'est aussi d'avoir finalement les retours objectifs, très humains, c'est d'aller voir son collaborateur et lui demander ce qu'il en pense. Nous, on avait le cas avec des hôpitaux. C'est les personnes qui nous font ces retours en disant clairement aujourd'hui, ce qu'on a pu voir ici dans l'hôpital, on le réutilise chez nous. Voilà, ça c'est un indicateur. C'est assez simple pourtant. On n'est pas toujours obligé de voir les chiffres. Comme tu as pu le citer Emmanuel, on n'est pas toujours obligé de regarder finalement s'il y a moins de turnover, moins d'arrêt maladie. Avant tout, regardons ce qui se passe humainement et derrière, économiquement, ça se transformera dans tous les cas. J'ai une seconde question. Quelles sont selon vous les prochaines étapes de la QVT ? Comment imaginez-vous le futur de la QVT ? Vaste question.
Moi, j'intégrerais dans une dimension plus RSE, puisqu'on est simplement au début de la démarche RSE dans l'entreprise. On est à la veille d'un agrandissement donc des locaux. Donc c'est d'essayer d'intégrer les salariés dans cette démarche, hein, pour qu'ils soient acteurs. On a déjà des ruches, on a des abeilles, on va refaire des biscuits avec notre miel. Ça fait partie de l'environnement qu'on voudrait planter autour de l'entreprise. On peut parler de mobilité, de covoiturage, on peut parler de plein de choses dont on n'a pas l'habitude de parler dans ce milieu industriel, dans une contrée comme Beaune-Vermandois, quoi. C'est pas Paris. Hein. Mais c'est pas du tout les mêmes codes culturels. C'est ça qu'il faut s'intégrer. Nous, on vient de la région parisienne. Initialement, on était vus comme des extraterrestres. Et tout le monde pariait sur le temps qu'on allait tenir. Hein, 2 ans, oh non, allez, dans 1 an, c'est fini. On a tenu, on a persévéré, et on a communiqué, on a apporté une nouvelle philosophie. Et je crois que c'est ça. Demain, ça doit être la poursuite de cette démarche, sans artifice. Le monde évolue, la société évolue, on en parle en permanence. Hein, et quand je vois tous les thèmes qui sont traités dans ces 3 journées du World Forum, c'est extraordinaire parce que c'est les jalons de ce qui va se passer demain. Et il y a 5 ans, on ne pouvait pas imaginer avoir ces discussions sur beaucoup de thèmes. Donc demain sera encore différent, la société va s'adapter, la société va évoluer, et on doit, nous, s'adapter à la société et adapter nos équipes et notre façon de travailler avec nos équipes de cette manière-là. Et c'est intelligemment, il n'y aura plus le directif du chef qui donnait l'ordre qui sera exécuté. Ça, c'est fini. C'est fini. Mais demain, ce sera autre chose. Il faudra intégrer le numérique, la robotique, l'intelligence artificielle. Tout ça, nos salariés, ils ne sont pas prêts encore. Et nous non plus. Donc il faut qu'on apprenne, qu'on évolue et qu'on s'adapte. Voilà, moi c'est un petit peu mon mot de la fin. Enfin, mon mot de la fin, la réponse à la question plutôt. Bon, moi je pense que c'est une démarche sans fin parce qu'on peut toujours s'améliorer. En tout cas, moi j'ai eu la chance dans ma vie professionnelle de toujours faire en sorte que l'organisation, dans ses différents aspects, s'améliore petit à petit. Donc c'est sans fin. Notre engagement RSE, il est assez conséquent, je pense, sur la région, tant en termes d'engagement social que sociétal, d'engagement sur notre territoire, d'éthique, parce que c'est très important, évidemment, l'éthique, d'achat responsable. Après, on est moins bon, c'est sur tout ce qui est développement durable, parce qu'on est dans une ancienne entreprise textile, qui est une véritable passoire thermique. Donc là, c'est un petit peu compliqué, mais on peut toujours trouver des axes d'amélioration pour que la vie au travail soit plus agréable, plus efficace aussi, et plus valorisante pour chacun d'entre nous. Tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je vais ajouter le micro un peu plus fort, pardon. Je vais juste ajouter que pour moi, à l'avenir, vraiment, je vois la qualité de vie au travail comme quelque chose qui fonctionnera en autonomie dans les entreprises, c'est-à-dire il y aura clairement du personnel qui sera formé pour prendre en compte finalement le bien-être et la santé des collaborateurs sur tous les points que j'ai pu citer auparavant, et elle sera pilotée de par elle-même. Elle sera prise en compte dans chaque décision d'une entreprise, parce que comme aujourd'hui on mesure l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement, on doit aussi l'avoir sur l'humain, parce que l'humain c'est aussi l'environnement. Et aussi, je pense que ce sera de plus en plus simple de développer des stratégies de QVT, parce que nous-mêmes, on travaille déjà avec l'éducation, donc avec des écoles du supérieur ici en métropole lilloise, pour inculquer déjà ces valeurs aux futurs employés des entreprises. Donc elle se fera vraiment plus facilement, et elle deviendra finalement plus qu'une question de simplicité par la suite, c'est-à-dire qu'on pourra en faire assez facilement, quoi. C'est l'idée, et en tout cas on essaie de toujours la simplifier. Donc toujours s'améliorer et puis intégrer ça dans une démarche RSE plus globale. J'ai une nouvelle question. Quand vous parlez de questionnaire, pensez-vous que disposer d'une boîte à questions est une bonne idée afin de sonder anonymement? C'est peut-être... Le questionnaire était anonyme. Enfin, on ne savait pas qui avait répondu blanc ou noir à telle ou telle question. Hein. Bien évidemment, le questionnaire doit être anonyme. Hein.
Parce qu'autrement, les gens ne vont pas s'exprimer librement. Donc, Nous, au départ, on avait mis une boîte à idées. Elle n'a jamais été utilisée. Vraiment, on n'a jamais eu une question dedans. Donc, je pense que c'est une volonté initiale pour dire les questions qui veulent pas être, dont on n'ose pas parler, elle sera peut-être exprimée, mais non. Donc, c'est peut-être pas mal non plus. Hein, ça prouve qu'il n'y a pas de questions réellement taboues. Valentin, tu veux ajouter quelque chose sur cet aspect-là par rapport au questionnaire aussi que tu proposes? Les questionnaires sont subjectifs la plupart du temps, donc on peut y répondre, comme on le disait tout à l'heure, selon la façon dont on perçoit la question. Donc derrière, pour moi, il faut avoir le retour des collaborateurs quand même, ça c'est important. Donc il faut les deux. Il faut le premier, enfin il faut les deux. C'est tout. Je pense que c'est assez. Je crois qu'on n'a plus de questions sur le chat, non? Ok. Moi, j'ai une question. On parlait tout à l'heure notamment de sens que l'on donne à son travail, qui est donc à intégrer aussi dans une politique de QVT. Cette question du sens, elle est différente selon les générations. Comment on traite ça, du coup, en interne, dans le management de ces équipes ? Et comment on raccroche cette question du sens à la mission de son entreprise et pour justement amener les collaborateurs à se sentir bien. J'avais donné l'exemple d'un chasseur de tête qui m'avait dit c'est à l'entreprise à s'adapter aux nouvelles générations. J'avoue que ça m'a un petit peu étonnée. Je me suis dit non, c'est bien évidemment il faut écouter et attendre les attendus des nouvelles générations, mais il faut aussi éduquer ces nouvelles générations à les préparer au fait qu'elles ne vont pas travailler qu'avec des jeunes. Elles vont travailler avec des moins jeunes, elles vont travailler avec des seniors qui ont de l'expérience, qui ont peut-être un peu moins de créativité, de punch, mais qui apportent autre chose dans l'entreprise. Et je pense que l'éducation nationale, si je puis dire, doit aussi préparer ces jeunes au fait qu'ils vont travailler avec des gens qui ont eu des parcours complètement différents et qui ont des attentes différentes. Et puis après, au sein de l'entreprise, il y a on essaie de mettre un parrain avec un parrain un peu plus âgé avec un jeune. Oui, donner du sens, en fait, c'est pas évident parce que qu'est-ce qu'attend le salarié de l'entreprise dans la société où l'assistanat est quand même très développé. Il faut aussi des contreparties, il faut aussi que ça se fasse dans les deux sens, hein, donner du sens. Pour moi, le sens de l'entreprise, c'est quoi? C'est satisfaire le client. On a un client. L'organigramme, c'est pas moi qui suis en haut, on l'a changé, c'est le client, avec des petits cœurs. Et chaque salarié doit être conscient d'une chose, si le client n'est pas content, le client s'en va. S'il n'y a pas de client, il n'y a plus ce flux qui va permettre de faire vivre l'entreprise. Donc il faut aussi que le salarié soit partie prenante de l'économie de l'entreprise. Une entreprise, c'est pas, c'est pas Pôle emploi, c'est pas de l'argent qui coule tout seul. C'est une mécanique qu'il faut faire fonctionner et le client, c'est la satisfaction du client et donc la QVT, c'est peut-être il faut penser à la QVT du client. Hein? Est-ce que le client est heureux? Après tout. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous vous engagez dans votre secteur d'activité auprès de vos partenaires, de vos clients, pour communiquer un petit peu sur ce que vous faites en matière de QVT? Est-ce que vous allez informer et influencer des entreprises qui sont similaires aux vôtres ou d'autres structures qui pourraient rencontrer les mêmes problématiques? Est-ce que vous êtes engagé aussi là-dessus auprès de vos parties prenantes? Nous, je continue, juste avec nos clients, on en parle. Moi, avec les points qu'on fait avec eux, on leur explique notre façon de manager nos équipes. Mais bon, sans plus, parce que après, c'est quand un salarié répond au téléphone, par exemple, c'est le sourire qu'il va avoir au téléphone. Ça, c'est important, parce que quand on a au téléphone quelqu'un qui dit « oui, non, le patron, il n'est pas là non, c'est pas ça. Tout à l'heure, j'ai téléphoné à l'entreprise, c'est un stagiaire qui a téléphoné, qui a répondu. Il a répondu avec son prénom, Biscuiterie du Toit, bonjour, que puis-je faire pour vous?
Avec le sourire, on le sentait. Je dis, bah, bravo, hein, c'est bien. Et c'est ça qui est important. Non. Je dis souvent aux collaborateurs que, bon, nous aujourd'hui on a de la chance d'être dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire, mais pour faire du social, il faut d'abord faire de l'économique. Et pour faire de l'économique durablement, il faut que les clients soient satisfaits. Donc ça c'est quand même pour tout le monde la même chose. Si le client n'est pas content, il s'en va. Et toutes les belles idées que vous pouvez avoir, elles tomberont à l'eau parce que économiquement vous ne tiendrez pas. Donc ça, c'est la première chose. Et je ne sais plus ce que je voulais dire d'autre par rapport à l'engagement des collaborateurs. Oui, c'est un engagement quotidien par rapport à l'avenir de la boîte, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours impressionné, c'est que l'entreprise, elle est à tout le monde. Enfin, elle est à tous les collaborateurs, elle n'est pas qu'au patron. Alors nous, on est en SIC, c'est un peu particulier, mais c'est un collectif qui doit travailler ensemble pour qu'elle soit toujours plus pérenne. Je vais me permettre de rajouter qu'en tout cas, les entreprises qui aujourd'hui ne partagent pas forcément leurs bonnes pratiques QVT, nous en tout cas on va les mettre en avant. C'est un des axes de développement de MOA, c'est de mettre en avant les indices QVT et bien-être et santé pour que chaque entreprise puisse s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs pour les utiliser. Un peu comme de l'open source, on va regarder ce qui se fait ailleurs et on va pouvoir l'utiliser de manière bienveillante et responsable. De toute manière, il faut savoir que même si on s'en inspire, c'est pas pour autant que ça marchera dans son entreprise, ça c'est sûr et certain, mais ça donne des idées et ça c'est quand même très important que tout le monde puisse se serrer les coudes parce que moi je repars toujours du principe que on veut améliorer le bien-être et la santé humaine et plus que ce qu'il y a derrière, il y a aussi le côté économique bien sûr d'une entreprise, mais n'oublions pas qu'on a affaire à des hommes et des femmes qui travaillent pour potentiellement nos entreprises. Par rapport, c'est plus large que la QVT, mais là dernièrement j'ai participé à un campus de l'inclusion. On essaie aussi de faire visiter très fréquemment, c'est un peu plus compliqué en ce moment avec la Covid, mais de faire visiter fréquemment notre entreprise aussi pour que nos clients, nos partenaires, nos fournisseurs prennent bien conscience avec qui ils travaillent. Et on a mis en place une commission inclusion ici sur, je ne peux pas trop dire, au MEDEF, et puis on travaille avec le réseau Alliance pour inciter de plus en plus de chefs d'entreprise à penser inclusion, de penser insertion professionnelle et inclusion au niveau de notre territoire. Donc on fait un bon travail avec le réseau Alliance et avec le MEDEF sur cette action. Moi, je suis convaincue qu'il faut faire travailler la France, les Français et les entreprises françaises en priorité. J'ai une autre question plutôt au niveau de vos recrutements. Est-ce que votre politique QVT, c'est quelque chose que vous affichez ouvertement dans des offres d'emploi que vous allez par exemple publier? Est-ce que c'est également quelque chose qui est recherché par les nouvelles personnes qui arrivent sur le marché de l'emploi, les jeunes générations? Et ça rejoint d'ailleurs une question qui nous a été posée par un participant, c'est comment prenez-vous en compte les futures pépites de vos entreprises? Comment attirez-vous les plus jeunes collaborateurs qui sont de plus en plus sensibilisés au sujet du développement durable, environnement, santé, etc. Nous, on a eu une médaille d'or qui nous a été décernée par l'entreprise, la structure Ecovadis en matière de RSE. Donc je pense que si les gens postulent chez nous aussi, on leur dit clairement quel est l'objet même de notre entreprise. Hein. Donc ils ne viennent pas par hasard, je pense, postuler à notre entreprise. Nous, pour l'instant, on n'est pas très bons là. On n'utilise pas, on met pas en avant cette qualité pour recruter. C'est plutôt un moyen aujourd'hui pour fidéliser et pour attirer une fois que la personne nous a découvert, mais on n'est pas bon. Désolé de ne pas contribuer. Non, pas du tout. Justement, ça peut être un levier pour recruter des nouveaux talents, d'utiliser cette politique QVT sur laquelle vous êtes justement bien avancé et performant.
On a par exemple, là on est en train de recruter un conducteur de ligne qui était comptable, donc c'est une reconversion professionnelle. On l'avait pris en saisonnier l'année dernière. Et il s'est trouvé que cette personne avait les yeux qui brillaient et je lui ai proposé de faire partie d'une formation que l'on a fait avec le réseau RH à Saint-Quentin, qui s'appelle une opération Agrocosme, donc qui permet d'accompagner des jeunes dans la formation et la qualification. C'est pas une qualification, c'est pas certifiant, mais bon, c'est une formation. Et là, on va l'embaucher la semaine prochaine pour un minimum de 6 mois, mais il n'y a pas de raison que ça marche pas. Et voilà, c'est dans cet esprit qu'on utilise plutôt indirectement la QVT, parce qu'il a été attiré par notre entreprise, il a accepté le deal. Et pour nous, je dirais que c'est vertueux, parce que c'est quelqu'un qui n'était pas du tout dans le domaine, et qu'on a converti à notre métier. Il était comptable, il va faire de la pâte, c'est nettement mieux, hein, vous me direz. donc voilà, dans ce sens-là, oui. Mais c'est plutôt un état d'esprit qu'on ne le fait pas volontairement. On ne va pas utiliser, je dirais, la QVT comme argument marketing pour attirer du monde, quoi. Voilà. Super projet inclusif, en tout cas Agrocosme, qu'on a valorisé l'année dernière au World Forum ouais, tout à fait. En matière de diversité. Ouais. Voilà. Ok, super. On n'a plus de questions. Avant que je conclue et que j'ouvre sur la suite, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à préciser? Je vais commencer. Moi, je vous remercie beaucoup de nous avoir conviés à ce débat qui était déjà riche dans la préparation. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir partager ces expériences sur ces domaines, qui sont des domaines qui ne sont pas du tout, pour moi, cartésiens. C'est quelque chose, l'humain, c'est quelque chose de très compliqué. Et je suis ingénieur de formation. Quand j'ai repris l'entreprise, donc moi j'étais quelqu'un de technique. Je me suis rendu compte que j'étais pas un chef d'entreprise. Et j'ai mis quelques années avant de devenir un chef d'entreprise. Et c'est pas quelques mois, c'est quelques années. Quand je me rappelle de mes premières années où j'arrivais tous les jours, on me proposait des problèmes. Mon fort intérieur, mon ego, c'était de les résoudre le plus vite possible. Maintenant, quand on me présente un problème, j'attends une solution. Vous voyez, c'est toute la différence. Donc, j'ai beaucoup fait de chemin et j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est grâce à ces échanges, parce qu'on apprend toujours. Hein, et ce que vous disiez tout à l'heure, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que si on n'apprend pas, on végète et puis on meurt, quoi. Un grand merci pour votre invitation et la confiance que vous nous avez accordée. Puis j'ai été enchantée de faire la connaissance de mes deux voisins. J'espère que nous poursuivrons nos conversations en dehors du plateau. En tout cas, un grand merci. Et puis oui, la QVT, l'humain, ça me semble évident que l'être humain doit être au centre de l'entreprise. Mais c'est une évidence pour moi. Merci. Je vais terminer avant qu'on puisse se lever, parce que ça fait un petit moment qu'on est dans une position sédentaire. Donc je tiens à le préciser quand même qu'il faudra qu'on se dégourdisse les jambes par la suite. Moi, je vais conclure sur le fait que lancer une stratégie QVT, c'est plus aussi difficile que ce que l'on croit. Et en tout cas, si les entreprises ont peur de se lancer, elles peuvent faire confiance en MOA. On viendra avec nos valeurs, on viendra avec nos expertises, nos experts, et on viendra les aider de manière bienveillante. En tout cas, le monde change, le monde bouge. Alors si en tout cas on ne s'adapte pas, ça va être difficile par la suite de continuer à maintenir pour certains des activités. Donc il faut prendre les enjeux d'aujourd'hui par les cornes et pas attendre finalement qu'il soit trop tard pour faire les choses. Donc voilà. Merci à tous et bien content d'avoir partagé en tout cas tout ce moment avec vous. À mon tour de vous remercier tous les trois pour votre implication et votre engagement surtout. Merci pour ces échanges qui étaient très riches dans le contenu et dans la diversité, parce qu'on avait la chance d'avoir un jeune entrepreneur et des dirigeants de structures de l'ESS et de la production qui ont une vision différente, mais finalement qui se... Oui, c'est toi le jeune entrepreneur.
qui finalement, sur des conditions ultra différentes de mise en place d'une politique QVT, vous avez ce même engagement et cette même considération pour l'humain, vos collaborateurs qui doivent être au centre, et ça se ressent beaucoup dans vos manières de travailler. Pour ce qui est de la suite, donc, je vous invite vivement à poursuivre avec nous à 17h30 pour la plénière d'ouverture du World Forum et pour découvrir les lauréats des trophées de l'économie responsable pour l'édition 2020. Donc Altereo, c'est la biscuiterie du toit, décidément, j'arrive pas, son candidat. Donc venez découvrir le palmarès avec nous et vous allez voir que au-delà d'avoir de très bonnes pratiques en matière de QVT, ils ont une démarche RSE globale vraiment très intéressante à découvrir. Vous pouvez déjà voter sur la chaîne YouTube de Réseau Alliance pour votre vidéo préférée. Donc ce sont les vidéos de l'ensemble des candidats et il y aura un prix coup de cœur du public qui sera remis ce soir sur la base des votes. Donc si vous avez eu le coup de cœur aujourd'hui, n'hésitez pas. Et puis je vous invite également à retrouver Valentin et plus globalement Moa sur la marketplace du World Forum et également sur le site de Réseau Alliance si vous voulez faire appel à eux pour un diagnostic et la mise en place d'une politique QVT. Un grand merci à tous et puis je vous donne donc rendez-vous tout de suite pour la plénière d'ouverture des lauréats des trophées de l'économie responsable 2020 et surtout merci à vous trois.